Merci d'être avec nous sur i24 News. Je suis ravie de démarrer cette semaine tout en actu avec vous. Et cette édition, on la démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, on démarre par les kiosques du Caire ce matin. Les journaux reviennent sur la candidature à la présidence du candidat de la gauche égyptienne. Et oui, Barbara, le tout-puissant maréchal Al-Sisi n'est désormais plus seul à briguer la présidence du pays du Nil. Même s'il est toujours le grand favori, on le sait, de ce scrutin, l'actuel homme fort de l'Égypte devra rivaliser avec 7 hommes dont la photo est publiée ce matin, vous le voyez, en une du quotidien Al-Masri Al-Yawm, l'Égyptien aujourd'hui. Hamdin Sabahi, c'est son nom, c'est un Nassérien. Il était arrivé à la 3e place de la dernière présidentielle en 2012. Alors, pour les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir, Sabahi, c'est le vrai symbole de la révolution. Mais voilà, nous explique le quotidien Shorouk, la candidature de Sabahi divise le mouvement Tamarod. Vous savez, c'est ce mouvement de la rébellion qui, souvenez-vous, avait mené la campagne pour la destitution du président Morsi. Alors, officiellement, le mouvement soutient la candidature du maréchal Al-Sisi, qui lui avait prêté main forte pour démettre le président Morsi. Mais voilà, dans les rangs du Tamarod, on est séduit par les idées de Sabahi, si bien que 50 membres du mouvement viennent de publier un communiqué appelant à soutenir le nouveau candidat gauchiste. Un appel qui intervient au lendemain de la suspension de 3 éminents membres du mouvement écartés pour avoir soutenu le candidat nassérien, donc Hassan Sabahi. Il faut s'habituer à ce nom puisqu'il va être présent pendant la campagne dont on ne sait toujours pas, les élections dont on ne sait toujours pas d'ailleurs la date exacte. On ne connaît toujours pas la date exacte. La date, mais on risque d'entendre parler de lui. Direction à présent la Turquie. Cyril, les journaux turcs, mais aussi israéliens, reviennent ce matin sur cet accord qu'on n'a jamais estimé aussi proche entre Jérusalem et Ankara, un accord de normalisation. Oui, Barbara, vous le savez, la principale pierre d'achoppement dans les tractations entre les deux pays, c'est l'indemnisation des familles des victimes turques de la flottille dite du Mavi Marmara. Ce navire qui, souvenez-vous, avait tenté de briser le blocus israélien sur la bande de Gaza. Alors, on vous le disait la semaine dernière, sur cette antenne précisément, le quotidien Haaretz annonçait qu'Israël était disposé à verser 20 millions de dollars aux familles. De quoi mettre de l'eau dans le vin turc, puisque selon le Hurriyet, ce matin, le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, a déclaré qu'Israël et la Turquie n'avaient jamais été aussi proches d'un accord. Alors même titre presque mot pour mot du journal israélien Israel Hayom, toutes les divergences ont été dissipées, affirme le quotidien proche du pouvoir, qui estime que le Premier ministre turc Recep Erdogan devrait annoncer une normalisation d'ici la fin du mois de mars. Et en Israël, alors que des ministres de droite fustigent John Kerry depuis la semaine dernière, c'est à la surprise générale que le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, est venu défendre les efforts de paix du secrétaire d'État américain. Alors, est-ce un changement de cap ou simplement une stratégie politique ? C'est la question que se pose ce matin le site d'information israélien Times of Israel, un site d'information en langue anglaise, une question posée au lendemain des déclarations pour le moins surprenantes du ministre israélien des Affaires étrangères, qui a affirmé, prenant toute la droite israélienne de court, que John Kerry était un vrai ami d'Israël. Une chose est sûre, assène le Times of Israel, le chef de la diplomatie israélienne soigne son image de modéré pour se frayer un chemin vers la fonction suprême de Premier ministre, conclut le site d'information. Lieberman sait qu'il doit opérer un virage à gauche et réhabiliter une image publique quelque peu écornée par les scandales de corruption et des déclarations acerbes à répétition. Alors un chef de la diplomatie israélienne qui est croqué à 2 reprises ce matin par les caricaturistes israéliens sur ce dessin de presse d'abord de Guy Morad dans le Yediot Ahronot, les ministres du Likoud et du foyer juif Moshe Ya'alon et Naftali Bennett observant le jeu de Lieberman et de ses nouveaux amis, la négociatrice en chef israélienne Tzipi Livni et le secrétaire d'État américain John Kerry. Mais que lui est-il donc arrivé, s'étonne Moshe Ya'alon, et Naftali Bennett de lui rétorquer non rien, je crois qu'il s'est juste levé du pied gauche. Et puis pour terminer, cette caricature de Ronnie Gordon dans le journal de centre-droite m'arrive, Lieberman, vous le voyez, aux nouvelles allures de Baba Cool, guitare à la main, façon Woodstock, entonnant à tue-tête le célèbre refrain de John Lennon, « All I am saying is give peace a chance ». Tout ce que je dis, c'est qu'il faut donner sa chance à la paix. Voilà, ça fait rire les caricaturistes de presse. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure.
C'est sur i24 News, nous sommes le lundi 10 février. Bon réveil à tous, voici les grands titres de l'actualité. Reprise des négociations entre le régime syrien et l'opposition aujourd'hui dans la ville suisse de Montreux sous l'égide de l'ONU. Le premier round, vous vous en souvenez, n'avait permis aucune avancée en vue d'un règlement du conflit. Dans le même temps, les combats continuent de faire rage. Dans la ville de Homs, plus de 600 civils ont été évacués sous les tirs. Et puis après 2 jours de négociations, l'Iran et l'AIEA sont parvenus à un accord qui devrait lever le voile sur une partie du programme militaire nucléaire de Téhéran. Mais on note tout de même que l'Iran interdit toujours une visite à la base militaire de Parchin, soupçonnée d'avoir abrité des tests d'explosion conventionnelle applicables au nucléaire. Et puis on l'a évoqué il y a un instant, Israël et la Turquie proches d'un accord de normalisation. C'est le chef de la diplomatie turque qui l'a annoncé. Jérusalem et Ankara auraient trouvé un accord au sujet de compensation versée aux familles des victimes de l'assaut contre la flottille du Mavi Marmara. Enfin, on va en parler dans un instant. Le Parlement israélien reprend ses discussions aujourd'hui sur la conscription obligatoire des orthodoxes dans l'armée. Au cœur des débats, des sanctions pénales pour ceux qui refusent de s'enrôler. Voilà, Israël est en effet secoué ces derniers jours par 2 violentes manifestations des orthodoxes qui refusent de s'enrôler dans l'armée. Le combat sera ce lundi politique puisque la Knesset relance les débats sur la question. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Barbara. Consultant i24 News, spécialiste des questions de société israélienne. Alors on tente de faire de l'ordre avec vous. D'abord ces images de manifestations violentes des orthodoxes. Pourquoi maintenant ? D'abord, il faut voir l'autre côté de l'image. Ce sont des petites manifestations. Il faut savoir que si le monde orthodoxe, si les rabbins qui dirigent le monde orthodoxe avaient voulu effectivement mobiliser l'ensemble du monde orthodoxe, ils auraient pu faire descendre dans la rue plusieurs centaines de milliers de personnes. On les a vus. Annoncer la manifestation du million, ça n'arrivera pas. Alors, pour l'instant, non. D'abord, il faut savoir qu'il y a des divisions au sein de ce monde orthodoxe, qui n'est plus homogène, aussi homogène qu'il l'était dans le passé. Aujourd'hui, il y a une tendance plus radicale et il y a une tendance plus modérée dans le monde orthodoxe, et dans cette tendance plus modérée, il y a certains rabbins qui acceptent le principe que certains des élèves des yeshivot, en particulier ceux qui ne sont pas suffisamment assidus à l'étude de la Torah, eh bien aillent face au service militaire. Pour l'instant, ils ne l'affirment pas de manière officielle, mais il y a ce courant. Et je répète, s'ils avaient voulu descendre dans la rue, ils auraient pu faire descendre des centaines de milliers de personnes. Donc il y a là des petites manifestations. C'est surtout on va dire la partie la plus radicale, et c'est peut-être pour cela qu'elle est un peu plus violente, mais on ne peut pas parler véritablement de violence. C'est une partie très limitée, très marginale de la population orthodoxe, Haredi, ce que l'on appelle en hébreu, qui a manifesté. Alors pourquoi maintenant ces manifestations font suite à une décision de la Cour suprême de justice israélienne ? Alors effectivement, c'est une décision qui a été prise la semaine dernière, qui retire les subventions aux élèves des yeshivot qui ont eu 18 ans, donc au cours depuis août 2012, à la suite d'une autre décision de la Cour suprême. On l'a déjà dit, la Cour suprême s'implique beaucoup. Elle ne se contente pas seulement de casser parfois des lois votées par la Knesset, elle va même casser des projets, en tout cas des directives administratives qui n'ont pas encore effet de loi. Cela pose un problème, on en a déjà débattu, mais quelque part aujourd'hui, il faut préciser. Il s'agissait d'une subvention qui devait être accordée à environ 10 000 élèves de yeshivot qui ont eu 18 ans à partir du 1er août 2012 et qui ont aujourd'hui donc entre 18 et 20 ans, qui recevaient 250 shekels par mois. Alors, permettez-moi peut-être de lever un préjugé. On a l'impression que les élèves des yeshivot, lorsqu'ils étudient et qu'ils sont subventionnés par l'État, ils sont massivement subventionnés. On parle de parasites, etc. Eh bien, sachez qu'un élève d'une yeshiva coûte 8000 shekels par an à l'État, tandis qu'un élève d'une université, je ne parle pas de professions comme les avocats ou les médecins, mais des sciences humaines, eh bien, coûte 30 000 shekels, c'est-à-dire 3 ou 4 fois plus à l'État. Donc, il n'y a pas de comparaison. Alors Daniel, le débat va passer de la justice à l'arène politique. Dès aujourd'hui, à la Knesset, on parle de quoi ?
Alors justement, et c'est ce qui a surpris aussi, c'est la décision de la Cour suprême de la semaine dernière qui intervient une semaine avant que la Knesset décide de commencer à voter ce fameux projet de loi qui doit équilibrer le partage du fardeau sécuritaire. C'est le titre de cette loi, de ce projet de loi qui est très vaste, très complexe, que l'on va commencer à voter aujourd'hui. On ne va pas voter d'emblée les lois concernant le public orthodoxe, mais on va voter des lois qui se réfèrent par exemple à l'ensemble de la société israélienne. Par exemple, ce projet de loi précise que les soldats devront servir 4 mois de plus, et si les soldats devaient servir 4 mois de plus, les soldats serviront 4 mois de moins. Il y a des divergences, des polémiques autour de ce débat. Cela doit être voté aujourd'hui. Et puis aussi, on va parler d'une autre partie de la population religieuse en Israël. Les élèves des yeshivot Esder, ce sont des élèves qui étudient la Torah d'un côté, mais qui aussi font leur service militaire, qui sont sionistes, pleinement sionistes, et qui eux aussi ont un service militaire raccourci parce qu'ils consacrent une partie de leur temps à l'étude de la Torah. Pour les orthodoxes, vers quel compromis va se diriger la Knesset quant à leur service militaire ? Mais écoutez, alors d'abord, difficile aujourd'hui de savoir. On voit vers où on s'achemine et on va voir effectivement si c'est la tendance de Yair Lapid, c'est-à-dire qui exige par exemple des sanctions pénales contre les élèves des yeshivot qui ne veulent pas, qui ne s'enrôleront pas, qui l'emportera, ou alors c'est une tendance plus modérée, comme celle de Naftali Bennett du parti Foyer Juif, qui est lui-même religieux, qui est lui-même un ancien officier de l'armée israélienne. Bon, on va voir qui va l'emporter. La question est une question de principe. Il faut revenir peut-être aux fondamentaux. Le monde orthodoxe, qui représente environ 1/6 de la population israélienne aujourd'hui. C'est combien de personnes à peu près, cette communauté ? Entre 900 000 et 1 million de personnes, qui est une population très jeune. Il y a dans certaines villes orthodoxes, comme la ville de Beitar Illit aujourd'hui, il y a 63% de la population qui a moins de 18 ans. Donc c'est une population très jeune. Il y a aujourd'hui, dans ce monde orthodoxe, il y a quelques 60 000 élèves qui étudient dans les yeshivot et qui sont dispensés de service militaire selon la loi. Ils n'ont enfreint aucune loi. Depuis toujours, depuis la création de l'État. Non, alors pas depuis toujours, c'est intéressant. Mais ce qui est important de souligner, c'est que même David Ben Gurion, au moment de la création de l'État d'Israël, avait compris qu'il fallait que dans un État juif, dans un État d'Israël, il y ait une partie de la population qui se consacre à l'étude de la Torah. Je vais vous donner un exemple historique. Moshe Dayan, pendant la guerre des 6 jours, avant le déclenchement de la guerre des 6 jours, on savait que c'était une guerre qui allait être dramatique et risquée pour l'État d'Israël. Eh bien, Moshe Dayan est allé voir les responsables d'une des plus grandes yeshivot de Bnei Brak, de la ville orthodoxe. Il leur a dit: vous, on ne vous demande pas d'aller combattre, on vous demande de prier pour nous. Et donc, il y a une répartition, si vous voulez, il doit y avoir une répartition dans un État juif entre ceux qui se consacrent à l'étude et ceux qui partagent le fardeau. Les orthodoxes ont un argument qui pourrait se recevoir: l'armée n'a pas besoin de nous. Voilà, alors et c'est ce que beaucoup d'orthodoxes, en tout cas les rabbins, disent: l'armée n'a pas véritablement besoin du public orthodoxe, être enrôlé. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui travaille au ministère de la Défense, qui m'a expliqué que enrôler des élèves des yeshivot de toutes les tendances, il y a de multiples tendances, même si le monde orthodoxe paraît homogène, eh bien, il représente de multiples tendances. Les chassidim, des chassidim de cours chassidiques différentes. Chacun a par exemple sa manière de manger, de consommer des aliments cachers. Ce ne sont pas les mêmes cache-routes, les mêmes. Ça va donc coûter très cher à l'armée. Ça risque de coûter très cher à l'armée. Et l'armée, elle n'est pas certaine qu'elle veut absolument enrôler tous ces élèves de yeshivot. Ça posera des problèmes logistiques énormes. Là où est le problème Prévoir également un service civil. Alors justement, là où est le problème, il s'agit de répondre aux obligations nationales, pas seulement à travers le service militaire. Alors là où est le problème, c'est que la population israélienne sent que le public orthodoxe est de côté. Il est replié sur lui-même, il n'appartient pas à la société israélienne. Et quelque part, je ne pense pas que tous les Israéliens voudraient que les orthodoxes s'enrôlent, mais je pense que beaucoup d'Israéliens voudraient que les orthodoxes participent à la vie de la société, à l'effort national de la société israélienne. Comment ? Pas obligatoirement. Alors c'est vrai que l'armée, c'est le creuset. C'est ce qui donne une sorte de carte d'identité nationale à l'État d'Israël ou à la population israélienne. Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, comme le dit Cyril, le service national. Que des orthodoxes servent, fassent une année, ou 2 années, ou 3 années de service national dans leur propre communauté. Ce sont des enseignants, ce sont des gens qui peuvent... Il y a dans le monde orthodoxe une propension à ce que l'on appelle le chesed, à la miséricorde, à la donation, à la contribution. Le monde orthodoxe est très solidaire l'un envers l'autre.
cela peut se traduire sous une forme nationale. Le but, c'est qu'ils intègrent ensuite le marché du travail israélien. Le but, c'est de permettre effectivement à cette population qui ne cesse de grandir, qui grandit à un taux de natalité de 7, alors que le taux de natalité moyen en Israël est de 3, et dans les laïcs, il n'est que de 2, eh bien, c'est que de faire que cette population rentre peu à peu, parce qu'il y a, dans cette population, tout le monde n'est pas fait pour étudier. Il y a effectivement des génies de la Torah qui sont capables d'étudier toute la journée, mais tout le monde n'est pas fait pour cela, et ceux-là sont d'une certaine manière un peu prisonniers. Ils voudraient sortir à un certain moment du marché du travail, et c'est ce que d'une certaine manière la loi devrait prévoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas des milliers d'orthodoxes dans l'armée dans les prochaines années, parce qu'il y a une période de transition même prévue par cette loi. C'est un processus qui va durer plusieurs années. Et à partir du moment où un processus dure plusieurs années, il ne faut pas l'imposer. C'est l'aspect coercitif de ce processus qui dérange beaucoup les orthodoxes. Et je crois que quelque part, il y avait depuis la création de l'État d'Israël un souci pour les laïcs et les orthodoxes d'essayer de voir comment on peut vivre ensemble. Eh bien, il faut dialoguer, essayer de trouver des solutions qui ne sont pas imposées, pas comme celle que veut, par exemple, Yair Lapid. Merci beaucoup, Daniel. Vous restez avec nous. On parle d'un autre projet de loi dans un instant. À suivre également dans le morning, coup de projecteur sur les implantations juives de Cisjordanie. Elles restent, vous le savez, au cœur du débat politique. Mais un changement est intervenu depuis plusieurs années. Les habitants de ces localités ne sont pas seulement motivés par l'idéologie, mais d'abord par des considérations économiques. Les images après un nouveau journal. C'est le morning, merci d'être avec nous sur i24 News. Daniel Haïk, on parle à présent d'un autre projet de loi qui fait lui aussi trembler la coalition. Un texte qui vise à instaurer dans les manuels scolaires en Israël le concept suivant: Israël est l'État-nation du peuple juif. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on pourrait d'une certaine manière lier ce thème, cette décision hier, avec ce qui se passe dans le monde orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire un État juif dans la société israélienne ? Exiger, on le sait aujourd'hui, c'est une revendication du Premier ministre israélien de réclamer la reconnaissance par les Palestiniens. C'est une condition sine qua non à un accord. La reconnaissance par les Palestiniens d'un État, de l'État d'Israël comme État de nation, comme État de nation du peuple juif. Le caractère juif de l'État d'Israël. Le monde orthodoxe aujourd'hui, dont on parle beaucoup, donc dit: qu'est-ce que cela veut dire, le caractère juif de l'État d'Israël ? Quel caractère juif peut-on donner à l'État d'Israël ? Et l'une des revendications du monde orthodoxe, c'est de dire que dans un État juif, eh bien, il faut qu'il y ait des élèves qui consacrent leur temps, l'essentiel de leur temps, à l'étude de la Torah, à l'approfondissement du patrimoine du peuple juif. Ça s'inscrit d'une certaine manière dans un retour dont on a déjà parlé ici, dans un retour d'une partie de la population israélienne vers les paramètres juifs de son identité, de l'identité israélienne. De plus en plus de gens, d'Israéliens, laïcs même, essayent de se replonger dans le monde de l'étude, parce qu'ils considèrent que quelque part c'est là la source du lien qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, affirmer dans une décision du gouvernement, demander à l'éducation nationale d'accentuer le caractère juif de l'État d'Israël, l'étude du caractère juif de l'État d'Israël, c'est dire d'une certaine manière: il faut que les Israéliens apprennent quel est le lien qui les relie à la terre d'Israël. D'où vient ce lien ? Est-ce qu'il vient par exemple des textes de la Bible, des textes du Talmud, tous ces textes-là qui forment, dirons-nous, le socle identitaire du peuple juif, que l'on a voulu d'une certaine manière mettre de côté au début de l'État d'Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est enseigné aux enfants dans les écoles ? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que, à part, et vous savez que le système éducatif en Israël est très parcelé, très compartimenté. Il y a un système pour le monde orthodoxe, dont on a parlé, il y a un système pour le monde sioniste et religieux, et puis il y a un système généraliste. Eh bien, dans le système généraliste, un enfant peut passer toute sa scolarité, et finalement, à la fin de sa scolarité, n'avoir qu'une idée très faible de son identité juive. J'en veux pour preuve. Dans les cours d'histoire, aucun lien est fait entre la terre d'Israël et le peuple juif. Pas obligatoirement. On étudie l'histoire, comme en France, on étudie l'histoire, nos ancêtres les Gaulois, d'une certaine manière, mais il n'y a pas on dit
de paramètres spirituels, ni de véritable dimension juive de cette étude. Et donc, quelque part, je vais vous donner une preuve. Il y a quelques mois, il y a une députée de la Knesset du parti Yesh Atid, du parti de Yair Lapid, qui elle-même se revendique comme laïque, qui a fait un discours à la Knesset, son premier discours à la Knesset. Eh bien, elle a expliqué, elle est arrivée avec un Talmud, un traité de Talmud à la main, et elle a ouvert ce traité de Talmud, et elle a expliqué, elle a dit que en tant qu'élève du système éducatif israélien, elle avait toujours ressenti un manque. Et elle ne savait pas quel était ce manque. Elle a comblé ce manque, a-t-elle dit, lorsqu'elle a ouvert une page de Talmud. C'est-à-dire que dans le système éducatif israélien généraliste, on n'accentue pas ce paramètre juif de l'identité israélienne. Et c'est probablement ce que veut faire aujourd'hui le gouvernement, ce que veut faire le ministère de l'Éducation, ce que va devoir faire le ministère de l'Éducation, essayer de renforcer ce paramètre juif de l'identité pour faire face aussi à l'adversité. Cette initiative du cabinet ministériel prise hier pose en outre une question éthique et démocratique presque. Est-ce que les programmes scolaires doivent être influencés par la couleur politique du gouvernement en place ? Alors ça, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu les ministres de l'Éducation nationale ont toujours eu une connotation ou une couleur politique, et malheureusement, et je dirais plutôt malheureusement, l'Éducation nationale a dû se mettre au diapason des orientations politiques du ministre, et cela, disons, a posé un problème d'emblée, qu'il n'y a jamais eu de véritable planification au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, effectivement, lorsque le ministre de l'Éducation nationale est plus proche de la mouvance religieuse, on parle plus du paramètre juif. Lorsqu'il est plus proche d'une mouvance plus laïque, on parle plus d'universalisme. Et donc, il n'y a pas de véritable ligne directrice dans le ministère de l'Éducation nationale. Cela pose un véritable problème de société, parce que les jeunes Israéliens n'arrivent pas à véritablement définir, c'est-à-dire se définir par rapport à ce que l'on leur enseigne. Merci beaucoup Daniel, on aura très certainement l'occasion d'en reparler. Restez avec nous. Pour l'heure, coup de projecteur sur les implantations juives de Cisjordanie. Elles restent, vous le savez, au cœur du débat et du conflit politique entre Israéliens et Palestiniens. Mais un changement est intervenu depuis plusieurs années. Les habitants de ces localités ne sont plus seulement motivés par des raisons idéologiques, mais également et de plus en plus pour des raisons économiques. Cisjordanie, les constructions entre idéologie et économie. Un reportage de Yoraï Lieberman pour i24 News. En Cisjordanie, les pelleteuses ne s'arrêtent jamais. Extension d'implantations existantes ou création de nouvelles, qu'elles soient légales ou illégales pour l'État d'Israël, les constructions dans cette région sont en pleine expansion. Les demandes de logement en hausse. Un phénomène nouveau vient accroître cette tendance, un phénomène économique. Car de ce côté de la ligne verte, le rêve de nombreuses familles d'acquérir une propriété peut tout à coup devenir réalité. Peuplée jusqu'alors par motivation idéologique, la région accueille aujourd'hui un nouveau type d'habitants. Qui sont les bâtisseurs de ces implantations situées sur des terres réclamées par les deux camps d'un conflit persistant ? Chez Roussan Rassan, on est constructeur de père en fils. Cet arabe israélien, père de famille de 37 ans et originaire de la région de Nazareth, a repris il y a quelques années l'entreprise familiale qui porte d'ailleurs le nom de son père, Walid Rassan. Ces 2 dernières années, ça a commencé à s'inverser. C'est d'abord l'économie et le profit, et après, c'est s'implanter. Chaque personne a besoin de moyens pour vivre, et donc ça commence par moi et mes besoins, et ensuite viennent les pensées. Sur la région où j'habite, l'État. Cela fait des années qu'Ibrahim Soubri travaille pour Walid Hassan. Lorsqu'on les questionne sur le paradoxe que pourrait être pour eux le fait de travailler en tant que Palestiniens dans des implantations juives, leur réponse ne laisse aucun doute. Quand Mahmoud Abbas a demandé à tous les Palestiniens de ne pas travailler avec les colons, de ne pas vendre leurs marchandises, ça, vous dites ça aux ouvriers, ils vous répondront « Pas de problème, j'arrête de travailler, mais que Mahmoud Abbas me paye chaque mois 5-6 000 shekels.
qu'il entretienne ma famille et je ne travaillerai pas. Eliashiv Cohen est aussi un entrepreneur. Il est né et a grandi dans le quartier juif en plein cœur d'Hébron. Il vit aujourd'hui dans l'implantation illégale de Ravat Maon. Ses clients choisissent son entreprise pour sa méthode de construction écologique, mais pas seulement. Beaucoup adhèrent aussi à son idéologie économique. Il y a un cycle économique énorme d'argent en espèces. C'est le marché où circule le plus de liquidités. Et pour qu'il finisse dans les poches de ceux qui ne contribuent pas à la croissance, c'est paradoxal, c'est incompréhensible. Si c'était pour acheter des concombres, d'accord, mais on parle là du plus gros achat de la vie d'une personne. Daniel, situation complexe dans ces territoires. C'est une situation complexe, mais ce reportage montre deux choses. D'abord qu'il y a une coexistence entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens dans les territoires, et qu'elle se fait au jour le jour et qu'elle dépasse quelque part les problèmes politiques que l'on vit, le processus de paix. Et puis, d'une certaine manière, elle prouve aussi que si l'on parle de boycott, eh bien, le boycott qui pourrait toucher Israël dans un premier temps touche aussi la population arabe israélienne, et ça c'est important de le souligner. On en a parlé à propos de SodaStream, on peut en reparler dans d'autres cas. Il faut voir comment cela se passe dans certaines régions de la Judée et de la Samarie. C'est assez impressionnant, c'est parfois même émouvant. Cela dépasse d'une certaine manière les clivages politiques. Et c'est un reportage que vous pouvez retrouver dès ce soir dans son intégralité dans l'émission Reportage présentée par Stéphane Calvo et dès demain sur notre site internet à la rubrique Replay. On parle des Jeux d'hiver de Sotchi à présent. Ils ont été lancés vendredi, vous l'avez vu très certainement, avec une cérémonie d'ouverture absolument grandiose. Vladimir Poutine n'y a pas été de main morte. Question effets spéciaux, feux d'artifice. Et on va le voir avec vous, Betsabé Salem. Les Jeux de Sotchi sont eux aussi hauts en couleur. Oui, et quand vous dites couleur, Barbara, on parle bien esthétique. Les JO de Sotchi sont décidément colorés, bariolés, je dirais même. Un petit top 10, Barbara ? Allez, on y va. Alors, vous avez le fils du prince Alfonso de Hohenlohe-Lauenbourg et de la princesse Ira von Fürstenberg, j'ai nommé le prince Hubertus. Alors, c'est un amateur de ski mexico-austro-germano-espagnol. Il a 55 ans, il représente seul le Mexique aux Jeux Olympiques. Après une brève carrière dans la chanson, alors il porte, comme vous le voyez, une combinaison inspirée de l'uniforme des mariachis. Je vous laisse juger. Alors allez, on passe à l'équipe de curling de Norvège. Alors pour ceux qui ont un doute, le curling c'est donc cette espèce de sorte de pétanque sur la glace. Alors l'équipe norvégienne porte une tenue officielle plutôt flashy, aux couleurs du drapeau de leur pays. Je vous laisse juger là aussi de la délicatesse du motif, mais à mon avis, c'est l'Allemagne qui bat à plate couture les Norvégiens. On regarde, Christian Klau, le porte-parole du comité olympique allemand, invoque un choix de couleurs dans l'air du temps. Alors, des couleurs qui sont sans doute trendy, prises individuellement, mais bon. Alors, on peut quand même rendre hommage aux fins liserés de Bordeaux sur les manches et les poches qui rappellent les tons du bonnet, vous voyez, Barbara, ou même les cheveux blonds qui rappellent les rayures jaunes. D'ailleurs, vous avez même la boutonnière marron pour les brunes. Enfin, ça rappelle quand même les pages les plus décalées des magazines de vente par correspondance que je ne nommerai pas. On passe aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas fait beaucoup mieux. Regardez Zark Paris. Le hockeyeur a enfilé son pull moche. Au moins, il est à la page. Vous savez, Barbara, que c'est la grande mode du moment. Les Londoniens en raffolent. Ces pulls décorés de sapins de Noël et autres têtes de cerf. Alors lui, il a les étoiles en référence au drapeau américain. Le petit drapeau lui-même et l'incontournable bonnet qui s'attache. Alors entre nous, il n'a pas l'air ravi. On dirait mon fils quand on le force à mettre son bonnet avant de partir à l'école. Tiens, puisqu'on parle de bonnet, les Tchèques, ils ont chaud à la tête avec leur chapka en fourrure. Alors là, vous avez aussi une combi très très classe, blanche et dorée, avec des petits cœurs style carte de vœux. On jette un œil maintenant sur les volontaires, les bénévoles de Sotchi qui ont dévalisé le magasin Desigual. Alors ça, pour un festival de couleurs. Alors cela dit, vous avez le pull qui s'accorde au pantalon. On se remonte le moral avec la panoplie des Français. À la France, signé Lacoste, plutôt pas mal, et dans la coupe, et dans les matières, et dans les couleurs. Avec un bon point pour le soupul à la Derek 13 années 70, c'était la photo d'avant. Alors après, moi j'ai toujours un petit problème avec les doudounes, mais cette fois-ci ça passe, ça reste sobre. On passe aux Suédois. Les Suédois, ils sont habillés par H&M. H&M qui a signé un contrat de 4 ans, Barbara, avec le comité olympique suédois. C'est pas mal, ça manque de doudounes, mais c'est pas mal. Et je souhaiterais terminer sur les Pays-Bas. Alors là, ils n'ont pas trop compris le message, apparemment. Ils se sont trompés de compétition, peut-être.
Et on passe au prix spécial Vladimir Poutine lui-même. Ça vous intéresse ? Poutine, il s'est mis aux couleurs de Sochi aussi ? Oui, alors Poutine n'a jamais hésité à mettre en avant une personnalité sportive, vous le savez. On va se faire un petit backup sportif, viril. Il a 61 ans et il continue à exhiber son côté amoureux de la nature, sans doute pour contrebalancer l'image dure de l'ex-chef du KGB. Ça, c'est des images de 2009. Et non, ce n'est pas un poisson volant que vous allez voir bientôt, mais c'était Poutine que vous allez voir dans l'eau. Alors ça, c'est Poutine qu'on voit chasser le tigre. Le tigre était, cela dit, en train de dormir. Vous avez Poutine qui conduit une Formule 1. Ça, c'est en 2008 dans l'extrême-orient russe. Et puis on va voir bientôt Poutine joueur, alors ça c'est en Formule 1, Poutine joueur de hockey. Alors là il est presque en rose, il est en rouge. Vous allez voir pourquoi je parle de ça bientôt. Poutine joueur de hockey, voilà, très à l'aise, comme vous le voyez. Et hop, c'est parti. À l'attaque, on a l'impression quand même que les gens ne se battent pas beaucoup contre lui. Et puis bien sûr, Poutine, ceinture noire, ça c'est à Saint-Pétersbourg en 2009. Alors donc, il a tenu à participer à cette parade bariolée des JO de Sochi et j'en viens à sa tenue. Voilà, Poutine façon Gay Pride. Alors en fait, en regardant de près, vous avez 28 motifs qui symbolisent les 28 régions russes. Alors une région qui devra sans doute payer très cher au chef du Kremlin son motif traditionnel, c'est celle qui est représentée sur l'épaule droite de Poutine. C'est sans doute la première fois que Poutine porte du rose. Lui dont on ne présente plus l'hostilité envers la communauté gay. Barbara, je vous rappelle qu'en juin dernier, on en a parlé, cette loi qu'il a votée qui pénalise donc l'appel à la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Il parle de relations sexuelles non traditionnelles. Bien sûr, ça a provoqué un tollé auprès de la communauté gay. Il a précisé plus tard que, je cite, « Personne n'interdit aux sportifs qui ont une orientation sexuelle non traditionnelle de venir à Sochi, mais s'ils sortent dans la rue pour en faire propagande, ils devront en répandre devant la loi. » Alors je vous rassure, le bas qui n'apparaît pas sur la photo était bleu, une façon peut-être de sauver Barbara sa virilité. Alors, comme vous pouvez le voir, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette photo. Son vice-premier ministre, Dmitry Kozak, et le président du comité d'organisation, Dmitry Tchernychenko. Alors, derrière lui, ils n'ont pas cédé, ils sont restés sobres. Et je souhaiterais même vous faire remarquer le petit sourire qu'ils arborent discrètement. Alors, est-ce qu'ils se moquent du chef du Kremlin ? Je ne sais pas. Vous savez que Barbara, cette doudoune, elle m'a tout de suite rappelé la première fois que j'ai pris le train pour Rome. Oui, tout à fait. Alors, j'attendais le train de nuit gare Nord à Paris et vous aviez toutes ces doudounes brillantes et colorées pour les filles et pour les garçons. Eh bien, sachez que je ne suis pas tombée très loin parce qu'en fait, le design officiel de Sochi, c'est signé Bosco di Ciliegi. Et voilà, un groupe d'habillement italo-russe. C'est son leitmotiv, vous le connaissez, c'est « Si tu es un gagnant, mais que tu n'es pas beau, ce n'est pas intéressant ». Alors... Bon voilà, merci beaucoup pour ce top 10, on aura beaucoup apprécié. Merci Bethabé, merci Daniel. À suivre dans le Morning, Israël aura le palais 100% français cette semaine. Pour la deuxième année consécutive, se tient dans le pays So Frenchy, So Tasty. 19 chefs français envahissent les cuisines des plus grands restaurants du pays pour célébrer la semaine de la gastronomie française en Israël. On en reparle après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning, l'Espagne a surpris avec cette proposition inédite dans l'histoire. Tous les juifs séfarades expulsés lors de l'Inquisition pourront recevoir la nationalité espagnole. Cyril Amar, de quoi s'agit-il ? Barbara, on ne s'en souvient pas, mais c'était en 1492, comme vous venez de le dire. Ferdinand et Isabelle, la catholique, les rois d'Espagne, publiaient cet édit, l'édit d'expulsion des juifs d'Espagne, signé dans le palais de l'Alhambra. Les quelques 150 000 juifs qui décidèrent alors de rester fidèles à leur religion, étaient donc contraints de quitter la péninsule ibérique qui venait d'être reconquise. Et bien Barbara, 522 ans plus tard, leurs descendants vont enfin pouvoir obtenir réparation en se voyant octroyer la citoyenneté espagnole sans pour autant renoncer à leur nationalité actuelle. Vous savez que l'Espagne, de manière générale, n'accepte pas la double nationalité, mais c'est donc une exception à la règle qui est faite pour les juifs séfardis, comme on aime
les appeler en Espagne. Alors c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice espagnol, Alberto Ruiz Gallardón, qui a estimé que l'Espagne avait une dette envers cette communauté séfarade, une communauté qui selon lui a contribué à diffuser la langue et la culture espagnole à travers le monde. Voilà réparation qui est faite. Alors c'est une loi qui va concerner combien de personnes exactement ? Écoutez, on estime que les descendants de ces juifs d'Espagne, donc les séfarades, vous savez que séfarade en hébreu signifie donc le mot même, Espagne, on estime qu'ils sont environ 3,5 millions dans le monde, vous le voyez sur cette carte, en Israël évidemment, en France, avec une forte communauté séfarade, en Turquie également, à Istanbul et à Izmir, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, même au Chili, évidemment au Maroc, où il existe encore une petite communauté juive séfarade. Alors très concrètement, pour tous les intéressés qui nous regardent, comment il faut s'y prendre pour demander cette citoyenneté espagnole? Alors ce matin, la presse israélienne déborde d'informations pratiques pour faciliter la tâche des familles israéliennes. Suarez, Betito, Deri, Aseraf, Toledano ou autres Murciano. Vous entendez les villes, Tolède et Murcia. Ça veut bien dire que ces juifs sont originaires de cette Andalousie espagnole. Et bien pour que l'Espagne ouvre à ces familles les portes de l'Europe, nous dit le Maariv, elles devront fournir les preuves de leur appartenance à la communauté séfarade. Alors pas besoin de cours intensifs d'espagnol, ni d'aller s'installer sur les boulevards de las Ramblas à Barcelone. Le Idiot nous explique ce matin tout ce qu'il faut savoir pour obtenir son passeport. Alors premièrement, on va le voir sur cette infographie, l'aspect administratif. Si vous avez dans votre famille des documents administratifs qui se transmettent de génération en génération et qui indiquent une certaine filiation avec le judaïsme séfarade, eh bien vous pouvez faire valoir et obtenir la nationalité espagnole. Et deuxièmement, si votre patronyme figure sur la liste qui a été publiée par le ministre de la Justice, eh bien si votre nom figure sur cette liste, vous pouvez également obtenir et demander la nationalité espagnole. Et puis, troisièmement, si vous avez il vous faut demander un certificat à la Fédération des communautés juives d'Espagne ou du rabbinat près de chez vous, en Israël, en France, ou dans toutes les communautés qu'on a citées précédemment. Et ce document fera foi auprès de l'état civil espagnol pour obtenir la nationalité. Et enfin, si vous fournissez la preuve d'un certain patrimoine linguistique, par exemple, qui va prouver votre filiation au judaïsme espagnol, comme par exemple l'utilisation du ladino. Vous savez, c'est cet idiome judéo-espagnol qu'on utilise souvent dans les familles séfarades. Eh bien, cela suffira également à vous octroyer la nationalité espagnole. Alors, petit bémol, c'est celui qui est apporté ce matin par le quotidien libéral Haaretz, qui lui ne se laisse pas déborder par les émotions. Il rappelle que cette nouvelle mesure, qui soit dit en passant, doit encore obtenir l'approbation du Parlement, puisque c'est la commission des lois du gouvernement espagnol qui l'a approuvée, non pas le Parlement. Eh bien, cette loi, elle vise avant tout à permettre aux Espagnols de se réconcilier avec un passé qui est quand même, il faut bien le reconnaître, problématique. Et le journal de conclure qu'avec 26% de chômage et un exode massif des jeunes Espagnols, l'Eldorado espagnol n'est pas prêt d'attirer les Israéliens pour un nouvel âge d'or. Pourtant, les Israéliens se sont émus de cette proposition. On sait que nombreux rêvent d'obtenir une citoyenneté européenne. Oui, c'est ça. Et beaucoup ont dit, soudainement, tout le monde a envie d'être un juif séfarade. Parce que vous savez qu'en Israël, les juifs séfarades sont souvent taxés, en tout cas déplorent qu'ils soient victimes de discrimination. D'un coup, tout le monde a envie de séfarade. Et on s'en félicite auprès des juifs séfarades, puisque les juifs ashkénazes ont la possibilité de fuir vers la Pologne, qui leur a récemment reconnu également la double nationalité. En cas de guerre, dit-on dans les journaux, les juifs séfarades pourront fuir vers l'Espagne. Voilà, ça peut toujours servir. Merci beaucoup, Cyril Amar. Nous sommes le lundi 10 février, vous êtes sur i24 News, c'est le morning et voici l'essentiel de l'actualité. Reprise des négociations entre le régime syrien et l'opposition aujourd'hui dans la ville suisse de Montreux sous l'égide de l'ONU. Le premier round, on s'en souvient, n'avait permis aucune avancée en vue d'un règlement du conflit. Dans le même temps, les combats continuent de faire rage dans la ville de Homs. Plus de 600 civils ont été évacués hier sous les tirs. Et puis après 2 jours de négociations, l'Iran et l'AEA sont parvenus à un accord qui devrait lever le voile sur une partie du programme militaire nucléaire de Téhéran. Mais on note tout de même que l'Iran interdit toujours une visite à la base militaire de Parchin, soupçonnée d'avoir abrité des tests d'explosion conventionnels applicables au nucléaire. Israël et la Turquie proches d'un accord de normalisation, c'est le chef de la diplomatie turque qui l'a annoncé. Jérusalem et Ankara auraient trouvé un accord au sujet des compensations versées aux familles des victimes de l'assaut contre la flottille du Mavi Marmara.
Enfin, le Parlement israélien reprend aujourd'hui ses discussions sur la conscription obligatoire des orthodoxes à l'armée. Au cœur des débats, des sanctions pénales pour ceux qui refusent de s'enrôler. Les négociations, on vient de le dire, entre le régime syrien et l'opposition reprennent aujourd'hui en Suisse après un premier round qui n'avait pas permis de trouver une sortie de crise. En attendant, sur le terrain, les combats font rage. Mais à Homs, petite touche de lumière, plusieurs civils ont réussi à être évacués de cette ville pris au piège depuis 20 mois. Steve Jourdain. C'est sous les tirs et dans l'angoisse que plusieurs dizaines de civils syriens ont été évacués des quartiers assiégés de la ville de Homs ce dimanche. L'opération s'est déroulée malgré le fait qu'une trêve négociée entre le régime et les rebelles pour l'occasion ait été rompue. Parmi les habitants évacués, des enfants, des femmes et des hommes âgés. Des agents de l'ONU et du Croissant-Rouge syrien qui s'étaient rassemblés dans l'un des quartiers de la ville pour aider les civils et distribuer de l'aide humanitaire sur place ont également été visés par les tirs. Au moins 2 convois d'aide d'urgence ont été pris d'assaut depuis samedi soir. Cette nouvelle évacuation intervient au 3e jour d'une opération visant à faire sortir des civils assiégés depuis plus de 600 jours et acheminer de l'aide à ceux qui ont décidé de rester à l'intérieur de la ville. Ces nouvelles violences surgissent alors que la délégation du régime syrien est arrivée à Genève pour participer au 2e round de négociations avec l'opposition dans le giron de l'ONU. Pas de grandes attentes, ces discussions s'annoncent aussi difficiles que les précédentes tant les positions des protagonistes sont éloignées sur le plan politique. Le premier round, mené il y a 10 jours, n'était pas parvenu à un accord sur une issue au conflit qui ravage la Syrie depuis maintenant 3 ans. Un conflit ayant déjà fait plus d'une centaine de milliers de morts. On parle de cette situation en Syrie avec vous, Emmanuel Navon, consultant A24 News, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'accord humanitaire dans la ville de Homs, est-ce qu'il s'applique comme l'ONU l'a imaginé ? Très clairement non, comme la plupart des accords de l'ONU, malheureusement dans les faits ils sont rarement appliqués ou en tout cas de façon très partielle, en particulier parce que l'ONU, comme nous le savons, est une organisation composée d'États souverains avec des intérêts différents, en particulier au Conseil de sécurité entre la Russie et les États-Unis. Et là-dessus, on sait très bien que la Russie aujourd'hui n'a pas la même velléité que les États-Unis à appliquer cet accord. Alors sur le terrain, qu'est-ce qui bloque la sortie, l'évacuation de ces civils de Homs ? D'abord, le régime d'Assad fait tout pour empêcher qu'ils puissent sortir. Il a le soutien logistique sur le terrain, aussi bien des forces iraniennes que également des armes qu'il reçoit de l'Iran. Et on sait très bien également que la Russie n'aide pas beaucoup là-dessus. Donc le régime d'Assad fait tout pour les empêcher et il a derrière lui le soutien non seulement des Iraniens mais également des Russes. Alors, est-ce que cet exemple de Homs pourrait s'appliquer à d'autres villes ? Est-ce qu'on est en train de voir une solution humanitaire qui se dessinerait en Syrie ? Je ne pense pas, parce que Assad est déterminé à maintenir son régime à tout prix. Il utilise les négociations avec l'Occident et la Russie comme un moyen de gagner du temps, comme c'est d'ailleurs la stratégie de l'Iran lui-même vis-à-vis des États-Unis. Et Assad n'est pas intéressé à une solution, il est intéressé uniquement à survivre politiquement. Alors précisément, les discussions à Montreux ont repris ce matin. Est-ce que quelqu'un y croit encore réellement ? Le problème, c'est que personne n'y croit. C'est un peu comme les négociations avec l'Iran. Les gens n'y croient pas, mais ils ne voient pas l'alternative. Les États-Unis, dans le cas de la Syrie, se sont enfermés eux-mêmes dans ces négociations dans lesquelles ils ne croient pas eux-mêmes, parce que l'été dernier, Obama avait renoncé à une attaque militaire contre la Syrie. Donc c'est un peu comme les négociations avec l'Iran, pour ne parler également des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. Personne n'y croit, mais elles sont maintenues parce que personne non plus ne voit l'alternative. Est-ce que la communauté internationale devrait hausser le ton, a une volonté d'hausser le ton lors de ces discussions qui reprennent donc ce matin ? Mais il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des pays avec des intérêts différents. Même au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des pays avec des intérêts différents. Et c'est là le problème. Le problème est qu'il y a la voix de l'Occident, il y a la voix de la Russie, il y a la voix de la Chine. Et Assad utilise ces divisions pour maintenir son régime. Le mot même de communauté internationale, malheureusement, est une contradiction de termes.
Est-ce que l'opposition, Emmanuel Navon, lors de ces discussions, devrait lâcher du lest ou tous les gestes doivent venir maintenant de la part du régime ? Je crois que si l'opposition lâchait du lest aujourd'hui, cela ne ferait que renforcer Assad dans sa stratégie et que le comportement de Assad n'est pas le résultat de la politique de l'opposition, mais de sa volonté de rester au pouvoir et du soutien dont il bénéficie du côté de l'Iran et de la Russie. Et par conséquent, le problème là n'est pas la politique de l'opposition. Et si l'opposition mettait lâché du lest, cela ne ferait que renforcer Assad. On continuera évidemment de suivre ces discussions en Suisse. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous ce matin. Direction à présent le studio d'un des directeurs artistiques les plus connus et les plus doués d'Israël. Il s'appelle David Tartakover. C'est un militant fervent de la gauche israélienne et il a dessiné les plus belles campagnes politiques que le pays a connues. Il décide aujourd'hui de se concentrer sur sa peinture. Un reportage Avri Rosensvi avec David Gombin. En 50 ans de carrière, David Tartakover est devenu l'un des graphistes les plus importants d'Israël. Art, design, affiches, posters, publicités et campagnes politiques. Notamment pour les partis de gauche, il a posé son œil sur tout. Aujourd'hui, il expose un travail personnel comme un retour aux sources de ce qu'il a fait connaître, le sabra, le cactus israélien. Je dessine cette sorte de cactus appelé sabra depuis 30 ans déjà, même plus. Et au départ, c'était une sorte d'engagement politique, car le sabra symbolise les Israéliens nés en Israël, mais peut symboliser également les Palestiniens. La politique, c'est assurément son sujet. David Tartakover a dessiné les plus belles affiches des partis de gauche qu'il a fait imprimer et distribuer pendant des années. Pour moi, l'affiche politique, c'est comme une thérapie, ou plutôt c'était comme une thérapie. J'ai créé mes œuvres contre la colonisation et contre le gouvernement de Netanyahou et contre la droite, comme une forme de thérapie. C'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de la deuxième intifada. J'en ai tiré un livre qui montre l'ensemble de mes œuvres, mais à présent j'en crée moins. Prend-il vraiment ses distances avec l'engagement politique ? Difficile à croire chez cet artiste qui a créé le nom et le logo d'un mouvement politique historique. C'était juste après la visite du président égyptien Anwar el-Sadat en Israël. Je pense que l'œuvre la plus importante que j'ai créée était de donner au mouvement La Paix Maintenant son nom et son logo. Ce logo est de nos jours encore reconnaissable et marche bien. J'ai fait d'autres créations qui sont devenues des icônes, mais en les créant, je ne pensais pas que ça deviendrait à ce point connu. Le logo de La Paix Maintenant a littéralement transporté tout le mouvement. David Tartakover est également un collectionneur et un conservateur du patrimoine graphique israélien. Il détient la plus importante collection de posters et de pubs israéliennes au monde et a édité quelques livres basés sur les pièces de cette collection. Leur esthétique a également façonné son propre travail de design. Il y a des pièces de ma collection que j'utilise dans mon travail. C'est en quelque sorte du recyclage. Je les réinsère dans mon travail et ils prennent une signification différente. Quand j'utilise des images des années 20 et 30, je préserve le patrimoine. Elles sont apparues, elles ont disparu, et voici qu'elles réapparaissent. Et si la politique n'est jamais loin, pour l'instant, David Tartakover pense à ses expositions. Il veut en faire une chaque année. Voilà, on se quitte pour un nouveau journal, mais juste après, dans le morning, vous allez le voir, Israël aura le palais 100% français cette semaine. Pour la deuxième année consécutive, se tient dans le pays, So Frenchy, So Tasty. 19 chefs français envahissent les cuisines des plus grands restaurants du pays pour célébrer la semaine de la gastronomie française en Israël. On en parle avec un des chefs français, le chef Stéphane, qui participe à l'événement juste après un nouveau journal.
On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, Israël aura le palais 100% français cette semaine. Pour la deuxième année consécutive se tient l'édition de So Frenchy, So Tasty, la semaine de la gastronomie française en Israël. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le chef Stéphane Froidevaux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous participez à cet événement. Alors il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que les Israéliens vous connaissent très bien. Vous êtes une star de la télé ici dans le pays. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord un mot sur cette semaine de la gastronomie. En quoi elle consiste ? Alors, bonjour à tout le monde. Déjà, elle consiste surtout à promouvoir la gastronomie française et qu'il y a un échange aussi avec les chefs israéliens. Alors très concrètement, ça va se passer comment ? 19 chefs français, oui. Tout fraîchement arrivés, vont envahir les cuisines des grands restaurants israéliens, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration qui est faite avec les plus grands chefs israéliens. Il y a des menus qui sont élaborés et ça va se faire sur plusieurs jours. Et il y aura un échange avec les clients, il y aura un partage. Et les chefs israéliens vont réaliser des plats qui sont vraiment leurs plats avec une identité très locale. Et nous, Français, on va réaliser des choses que nous, on maîtrise très très bien, qui sont des choses de terroir. C'est-à-dire au menu, il y aura des spécialités israéliennes et françaises. Exactement. Et c'est le client qui pourra choisir, comme il le souhaite, s'il veut une spécialité française ou une spécialité israélienne. Alors vous avez été envoyé dans les cuisines du Messa oui. à Tel Aviv, aux côtés du chef Aviv Moshe. Est-ce que vous connaissiez ? Moi, je le connaissais très très bien parce que son restaurant, je l'ai découvert il y a 7-8 ans et je l'ai rencontré à travers de shows télévisés. Et donc, moi, c'est un énorme plaisir de pouvoir revenir travailler chez lui. Alors, comment ça s'est passé pour établir cette carte éphémère qui va durer une semaine finalement ? Oui, c'est ça. Qui a pris le pas ? Qui a pris le dessus ? Eh ben, disons que lui, il a proposé ses plats. Moi, je suis venu avec ma carte. J'ai dit que je voulais faire ça, ça, ça. J'ai expliqué les produits que j'avais besoin. Parce qu'il y a certains produits que je connais quand même maintenant, aujourd'hui en Israël. Et puis, on a composé une entrée, un plat, lui sur un dessert. Et voilà, comme ça. C'est comme ça que ça se passe. La star de votre menu, ce sera quel plat ? Alors, moi, j'ai ramené des plantes que j'ai ramassées du côté de Grenoble, chez moi. C'est des primes verts. Donc j'ai fait un plat avec un poisson local qui s'appelle le locust, je crois qu'il était un genre de mérou, et on va faire un plat avec du fenouil, de la prime vert. Alors qu'est-ce que vous pensez de la gastronomie israélienne de manière générale ? Est-ce qu'elle existe cette gastronomie israélienne ? Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire parce que je trouve que la gastronomie israélienne, elle est très très intéressante parce qu'elle est complètement cosmopolite. Il y a une chance incroyable, c'est que vous avez des chefs qui viennent de partout dans le monde. Du Maroc, d'Argentine, du Brésil, et qui reviennent sur la Terre Sainte, qui s'installent et qui amènent leur petit coup de patte. Après, il y a une cuisine locale qui est bien ancrée, qui est là, et eux, ils vont apporter leur côté un peu perso et une petite touche moderne. Et moi quand je goûte la cuisine israélienne, je trouve qu'elle est très colorée, elle est très joyeuse, elle est vraiment à l'image du pays. Elle est très généreuse. Et à chaque fois, c'est un énorme plaisir. Moi, à chaque fois, je passe des moments incroyables. C'est un pays que je ne peux pas savoir à quel point je l'aime, parce que je rencontre que des gens qui sont heureux. Vous trouvez que les gens sont heureux ici ? Ah oui, c'est tout l'inverse de la France. C'est tout l'inverse de la France. Là, franchement, pour moi, c'est tout l'inverse de la France. Je veux dire, quand je viens ici, moi, je recharge les batteries, parce que je rencontre que des gens qui sont très, très sympas. Hier soir, on était dans un restaurant à Jaffa, un tout nouveau concept, et puis on voit des serveurs qui sont très souriants, on voit des cuisiniers qui sont très souriants, mais qui prennent du plaisir. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'il y a ici en Israël. Il y a du plaisir, il y a de l'affectif, il y a de la joie, et c'est ce qu'on est en train de perdre en France. De l'autre côté, ce qui ne manque pas en Israël, cette rigueur gastronomique, des grandes cuisines à la française. On est très loin des menus étoilés. Alors moi, je vais vous dire, j'en connais un, je ne citerai pas le nom, parce que qui était au sommet, qui faisait une cuisine très pointue et qui a fermé là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de s'adapter à la demande de la clientèle. Et qu'est-ce que demande le peuple israélien ? Il demande tous ces plats qui arrivent sur la table, avec plein de saveurs, avec plein de couleurs, et on mange tout simplement et on s'éclate. Ça vous plaît cette simplicité ? Ah, moi j'adore. Oui, il faut arrêter de se prendre pour des autres, il faut arrêter d'être dans un autre univers ou que ce soit à côté de bling bling. Non, la simplicité, c'est ça, je veux dire. Moi, je vois ces chefs israéliens, ils vont faire des stages en France, aux États-Unis,
au Danemark, en Belgique. Ils vont apprendre des techniques et ils reviennent avec un savoir-faire qu'ils vont mettre en place. Les Israéliens, ils sont curieux de la gastronomie française. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être nombreux cette semaine à aller dans les restaurants goûter à ces cuisines de chefs français? Moi, je suis persuadé et je sais par info que on est complet ce soir et on est complet demain soir. Donc les Israéliens sont très très curieux et ils jouent le jeu au maximum. Alors je l'ai dit, vous êtes une star en Israël, vous avez participé à l'émission de télé Kravasakinim, je ne sais pas comment on traduit, la guerre des couteaux. La guerre des couteaux, le combat des couteaux. Le combat des couteaux, alors expliquez-nous cette aventure. Eh ben, moi j'ai passé un casting à Paris, il y avait 4 chefs et je suis venu, ça a duré 20 minutes et 2 mois après j'ai reçu un coup de téléphone et ben, vous êtes sélectionné pour faire un essai. Et moi, petit chef français que personne ne connaissait, c'était une grande aventure. Je suis arrivé ici, j'ai fait mon premier show. Et puis derrière, ça a été jackpot, hein, parce que derrière, ça a marché, mais du tonnerre. C'était incroyable. Vous avez enchaîné plusieurs saisons. J'ai enchaîné, je suis venu pendant 1 an et demi, je venais tous les 15 jours, je faisais entre 1 et 2 shows. Et après, j'ai fait plein d'autres prestations à côté. Et j'ai découvert un peuple, j'ai découvert un pays dont je suis tombé amoureux. Alors, pour finir, il faut que je vous félicite également. Vous venez de rafler un prix pour votre brasserie du Fantalintour à Grenoble. C'est le Bib Gourmand, honoré par le guide Michelin. Alors d'abord, bravo. Merci. Et c'est quoi le Bib Gourmand? En fait, c'est une distinction qu'on remet, que le Michelin remet aux établissements qui ont un menu en dessous de 31 € et qui font une cuisine locale avec des produits frais. C'est ce que vous faites à Grenoble. Pour moi, c'est très très important. On doit faire que des produits frais. Et c'est ce qu'on retrouve ici partout. Hein. La fraîcheur des produits. Hein. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Alors, votre brasserie, pour tous les intéressés, on rappelle son nom, Fantalintour à Grenoble. Merci beaucoup, chef Stéphane Froidevaux, d'avoir été avec nous. Restez avec nous. Pour l'heure, on s'intéresse à l'actualité du jour sur Internet. Saada, dans la revue du web ce matin, on commence par Sotchi. Les internets gardent leurs yeux rivés sur la ville russe. Ah oui, ce week-end, les internautes ont parlé que de Sotchi ou presque, mais surtout des couacs et des polémiques autour de ces Jeux et de la cérémonie d'ouverture. Alors évidemment, sur le bug du non-allumage des anneaux olympiques, qui a beaucoup fait parler sur Twitter, mais surtout polémique sur cette cérémonie et de l'instant le plus symbolique, c'est-à-dire l'allumage de la flamme. Comme vous le voyez donc sur cette image, les autorités russes ont choisi une légende vivante du hockey sur glace, c'est Vladislav Tretiak qui a allumé la flamme avec Irina Rodnina, triple médaillée en patinage artistique dans les années 70. Alors des grands champions certes, mais pas forcément champions de la com. Alors Irina, c'est une véritable héroïne nationale, je l'ai dit, 3 titres olympiques et surtout elle est désormais membre de la Douma, l'Assemblée russe, sous les couleurs de Russie Unie, qui n'est autre que le parti de Vladimir Poutine. Alors, quelques heures après l'allumage de la flamme, quelques minutes même, les internautes déterraient un tweet ou plutôt un retweet d'Irina Rodina. C'est un photomontage à caractère clairement raciste. On voit Barack Obama et sa femme Michelle lors d'un match de basket salivant devant une banane. Cette photo est donc un trucage. Elle date de septembre dernier, à l'époque où Russes et Américains s'opposaient sur la question de l'intervention en Syrie. Et au moment de la sortie de ce tweet, il y avait déjà eu polémique sur le net. Elle était remontée jusqu'à l'ambassadeur des États-Unis en Russie, qui avait parlé de ce tweet comme un comportement scandaleux. Alors le comité d'organisation russe a dû se justifier en indiquant qu'il s'agissait uniquement d'un choix sportif et non politique. Et l'intéressée, vous le voyez, elle a tenu à calmer les esprits avec ce tweet plus conforme à l'esprit olympique, très honoré d'avoir allumé la flamme olympique dans l'esprit des Jeux. Respect pour chaque nationalité, race, sexe et origine. Voilà pour la politique à Sotchi. Autre polémique sur ces Jeux qui n'en finit pas, celle des installations bâclées ou pas prêtes. On en a beaucoup parlé déjà. Oui, je vous en parlais la semaine dernière, un de ces tweets venus de nos confrères journalistes du monde entier, effarés par les installations hôtelières mal terminées ou tout simplement pas terminées du tout. Et ce week-end, c'est cette image qui a fait le tour du web. Elle a été tweetée par Johnny Quinn, un athlète américain qui pratique la luge. Il n'arrivait pas à sortir de sa salle de bain. Il a tout simplement dû la fracturer et pas qu'un peu, comme vous le voyez. L'image a fait le tour du web et agace encore une fois les autorités russes qui ont réagi par l'intermédiaire de Dimitri Kozak, c'est le vice-premier ministre responsable de la préparation des Jeux Olympiques. Il a dit en substance au Wall Street Journal que les préjugés occidentaux
les amène à vouloir saboter l'image de la Russie et de ces Jeux de Sotchi. Et le plus étonnant, c'est la preuve qu'il avance. Alors pour lui, vous pouvez le lire, nous disposons de caméras de surveillance dans les hôtels qui montrent que les gens allument des douches, dirigent le jet vers le mur, puis quittent la chambre d'hôtel pour la journée entière. Est-ce que vous voyez rien d'étrange ? Des caméras de surveillance dans les salles de bain. Absolument. Il a avoué donc à demi-mot que même les salles de bain étaient surveillées à Sotchi, donc vive l'intimité. Vive l'intimité à la russe. Allez, on quitte Sotchi pour parler de Google France qui a été condamné ce week-end par la CNIL. Attention, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Exactement, le verdict est tombé vendredi dernier. La CNIL a condamné Google à 150 000 € d'amende pour sa politique de confidentialité des données qui est, selon la CNIL, non conforme et selon la loi, à la loi informatique et liberté. Donc l'amende, c'est pas forcément ce qui embête le géant Google. Ce qui fait désordre, c'est comme pour un communiqué pour un journal People, la condamnation doit être affichée en page d'accueil du site. Alors voilà ce qu'on a pu y voir depuis ce week-end. Voilà, vous voyez le communiqué, il y a eu un dommage collatéral en fait. Pour consulter la décision de justice, vous avez un lien, il suffit de cliquer sur le lien et ça renvoie à la décision de justice, c'est la loi. Sauf que le site de la CNIL n'a habituellement que quelques milliers de visiteurs uniques par jour. Google France, c'est plus de 15 millions de visiteurs par jour. Résultat, samedi, une bonne partie de ces visiteurs ont été intrigués, ont cliqué sur le lien et très rapidement, ceux qui devait arriver arriva. Le site de la CNIL n'a pas supporté la charge et a tout simplement sauté. Vengeance involontaire, certes, mais vengeance quand même. Voilà, qui est vengé. Allez, on parle rugby et détournement d'image également ce matin sur Internet. Oui. Hier, le 15 de France s'est imposé au Stade de France face à l'Italie dans le tournoi Destination. Sur le terrain, il y avait un joueur des Bleus, Mathieu Bastero, qui a retenu l'attention des internets parce que depuis quelques jours, sur Twitter, on joue au Bastamem, un jeu évidemment très intelligent, vous en avez l'habitude, auquel aiment jouer les internautes. Le principe est le même, je vous le rappelle, vous créez des photomontages à partir d'une photo originale. La photo originale, la voici, publiée par un site de rugby qui s'appelle, on la voit pas, Boucherie Rugby Ovalie, voilà. Non, alors ça c'est la parodie. Donc en gros, c'était une image, vous voyez le joueur de rugby derrière, et donc les internautes étaient amenés à la détourner. Donc vous voyez la version pole dance que vous venez de voir, tout en simplicité, en érotisme. Voilà, mais vous pouvez aussi rester dans la danse en version hawaïenne avec la prochaine photo. Voilà, on passe maintenant au côté pratique de ce mème avec ce support de bibliothèque et cerise sur le gâteau. C'est l'humour incroyable du joueur lui-même qui a gratifié les internautes de son propre Bastamem. Donc il a récupéré son propre buzz. Pourquoi il a fait ce geste en plein match? J'ai pas compris. C'était en plein match en fait, c'était tout simplement une passe. Une passe. Voilà, et en fait, pas très bien le rugby. Ça vous dit quelque chose ce geste? Vous aimez le rugby? Moi, j'adore le rugby, je suis énormément le rugby. Et donc voilà, ce geste, c'était en plein match, et c'est un site de rugby qui a dit aux internautes, amusez-vous avec cette photo. Évidemment, ça n'a pas loupé, il y en a plus, on va dire, d'une centaine disponibles. Allez, on termine, Rudy, en musique avec une vidéo ensoleillée pour finir cette édition. Ça va plaire aux chefs qui aiment le soleil des Israéliens et leur sourire. Et ben, c'est sur le site officiel de l'État d'Israël qu'on trouve ce lip dub. C'est un doublage vidéo, on en a l'habitude sur Internet. Pour présenter l'hiver en version israélienne, la communication de l'État a eu la bonne idée de faire chanter le dernier tube du reggaeman Matisiaou aux habitants du pays, et c'est très très réussi. On va la voir dans un instant. En attendant, je vous remercie tous les deux. Merci Rudy, merci chef Stéphane Pradevaux pour tous les intéressés. On rappelle qu'on peut vous retrouver dès ce soir dans les cuisines du Messa tout au long de la semaine. Ce sera le cas dans 19 restaurants israéliens où viendront donc plusieurs chefs français pour fêter cette semaine de la gastronomie française dans le pays. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain et on se quitte donc avec ce clip ensoleillé. Till the first days are done, keeping it on till the day stays strong, rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay, 'cause you're my light through the haze. It's time for a champion, soothe the soul of the land, spend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion, soothe the soul of the land, spend the heart from the sea and sand till the
sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever in my mind, be my golden sunshine. It's waiting in your mind, so push them clouds aside. Forever by my side, you're my golden sunshine. Sunset, I let myself down the ground beneath my feet gone. No more words with it to speak. On that day my song was born. Never meant to leave you all alone. Said I'd be a shelter from the storm. Now your clothes have all been torn. Kingdom sacked, attacked and dethroned. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Spend the heart from the sea and sand till the sun comes up again.